s'apprête à signer d'importants accords miniers avec les États-Unis d'Amérique. La situation sécuritaire à l'Est reste également de l'actualité dans ces pays, dans ces contextes. Une question s'impose. Le temps est-il venu pour un véritable dialogue politique? Pour en parler ce soir, nous recevons ingénieur Koubaka Mouchangaloucha, Éric Marcel. Il est analyste politique, il est également expert en import-export au niveau de l'Office congolais des contrôles, qui fait déjà son entrée sous les ovations du public. Monsieur Marcel, bienvenue dans Politis. Prenez place. Merci. Voilà, on va commencer notre émission avec la première question. Vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous et vous dites si vous êtes prêt à politiser cette émission. Je suis prêt. Merci beaucoup. Alors, nous commençons la première question. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous savez, ça a commencé il y a 30 ans d'ici là, que cette situation perdure. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, par l'entremise du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est en voie de signer un accord, des accords, si on peut les dire, sur le plan de la coopération, sur le plan économique avec les États-Unis. Un petit mot par rapport à ça. Voilà, monsieur Gaston, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Je ne saurais pas commencer mon speech sans pouvoir féliciter les promoteurs de cette chaîne très professionnelle, une chaîne d'ailleurs au vu des animateurs, une chaîne qui sait mettre les jeunes au travail. Je ne voulais pas commencer sans signifier cela. Par rapport aux accords qui sont en gestation. Oui. Avec les États-Unis d'Amérique. Avec les États-Unis. J'étais le premier à féliciter les chefs de l'État par rapport à ces gestes de nouer des relations gagnant-gagnant avec des États-Unis. Sauf que la première question que je m'étais posée, est-ce que c'était le bon moment? En parlant de bon moment, je fais allusion à la situation qui prévaut à l'est du pays. Je fais allusion à une partie de la République qui est sous emprise d'une rébellion. Je fais allusion à la situation sociale aujourd'hui qui est en train de se détériorer. Mais je suis de ceux qui estiment que c'est un bon choix. Pourquoi c'est un bon choix? C'est le bon moment de pouvoir peaufiner des stratégies ou soit l'accord avec les États-Unis. Comme je l'ai bien dit, je me suis aussi posé la question, est-ce que c'était le bon moment? C'est moi qui pose la question et je pose cette question. Et je pense que le moment n'était pas bien choisi, bien que les chefs de l'État soient aujourd'hui contraints de le faire. Vous pensez que le président de la République est contraint de le faire? Oui, je le pense, parce qu'au vu de la situation, de la conjoncture régionale, seuls les États-Unis sont capables aujourd'hui de nous doter de moyens. En parlant de moyens, je fais allusion aux équipements militaires, à l'expertise en matière de renseignement. Seuls aujourd'hui les États-Unis sont capables de nous donner des moyens pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Et je pense que c'est un bon choix opéré par les chefs de l'État. Un bon choix opéré par le président de la République, Félix Tshisekedi. On le sait tous que l'ancien régime dirigé par Joseph Kabila avait également signé des accords sur l'exploitation de nos minéraux avec la Chine. Et aujourd'hui, on change maintenant des camps pour parler avec les États-Unis. Pensez-vous que l'accord qu'avait signé l'ancien régime avec les Chinois était une mauvaise décision de l'ancien régime? Pour être précis, aujourd'hui, l'accord que nous négocions avec les États-Unis, c'est un accord sécurité minérale. Contrairement à l'accord signé par l'ancien régime, qui était un accord d'échange minéraux infrastructures. Selon vous, on a eu des infrastructures? Je peux vous assurer que je suis parmi ceux qui ont été très déçus des réalisations ici de ces accords-là, parce qu'au vu de millions de tonnes de minéraux retirés de la RDC par des entreprises chinoises, la RDC ne devrait avoir en échange
que 3 milliards de dollars. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Et après évaluation, nous n'avons même pas eu la possibilité de prendre possession des infrastructures qui équivalaient à ces 3 milliards. Donc, vous pensez que la République démocratique du Congo était roulée, comme on le dit en farine, par la Chine? Voilà, ça a été prouvé. Lorsque le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a demandé une révisitation de ces contrats. Et il y a eu des avenants qui ont été signés, passant de ces 3 milliards de dollars-là à 7 milliards. Dont d'ailleurs, il y a une ligne budgétaire de 700 millions de dollars qui devrait être allouée pour les infrastructures de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, on ne voit rien. Bon, nous restons encore sur notre faim par rapport à la matérialisation après renégociation de ces contrats. Nous restons sur notre faim et nous attendons des réalisations. Vous estimez que lorsque le régime actuel, dirigé par Félix Tshisekedi, s'est mis avec les États-Unis, cela ne va pas déranger les intérêts économiques qu'a la Chine dans notre pays? Sûrement, ça a été dit. D'ailleurs, la RDC, le gouvernement congolais, est en train de chercher à réduire sensiblement l'influence de la Chine en RDC en termes d'exploitation de minerais. Vous avez remarqué avec moi que depuis que nous sommes agressés par le Rwanda, la Chine ne s'est jamais prononcée. Malgré des intérêts faramineux qu'ils ont ici en République démocratique du Congo, le gouvernement chinois ne s'était jamais prononcé. Et si je dois être beaucoup plus précis, ce contrat qui était signé par le régime passé n'était pas signé directement avec le gouvernement chinois. C'était un contrat qui liait le gouvernement congolais à des entreprises chinoises. Contrairement au contrat qui est en gestation, au moins aujourd'hui, nous sommes rassurés que la RDC, que le gouvernement congolais traite directement avec le gouvernement américain. Il y a même le président Donald Trump qui parle aussi de la République démocratique du Congo. Voilà. Donald Trump s'est prononcé, on a lu ses tweets. Nous sommes en train de suivre de près la situation, l'évolution des négociations. Moi, personnellement, je pense qu'il y a à espérer dans ces accords. Mais je reste sceptique par rapport à l'équipe qui représente la RDC dans ces négociations. Vous pensez qu'il n'y a pas de gens compétents qu'on a envoyés au niveau des États-Unis pour négocier sur cet accord? Lorsqu'on négocie un contrat, ce n'est pas seulement une question de compétences, c'est une question aussi de patriotisme, du sens de bien commun. Est-ce que ces gens qui nous représentent dans ces négociations le font en âme et conscience pour l'intérêt de la République? Ça, c'est la question. Parce qu'on a vu que pour le contrat chinois, il y a eu des individus qui ont négocié des avantages qui dépassent largement des avantages de la République. Vous avez aussi senti l'odeur du détournement là-bas? Dans les contrats chinois? Dans les contrats chinois, négociés par l'ancien régime. Mais, lisez les rapports de l'IGF. Lisez les rapports de l'IGF par rapport aux réalisations infrastructures contenues dans les contrats chinois. Vous reviendrez vers moi pour me dire que ce sont des individus qui s'étaient enrichis plus que la République. Alors, aujourd'hui, on est en bonne voie pour signer cet accord. Et vous pensez que cet accord fera en sorte que la guerre dans la partie Est puisse prendre fin? Ou soit vous êtes toujours sceptique? Moi, connaissant les liens qui ont toujours existé entre le Rwanda et les États-Unis,
je crains, c'est que je crains d'ailleurs, que nous puissions tendre vers une exploitation commune de partagée avec le Rwanda. Partager, pourquoi? Pourquoi on devrait partager? On ne peut pas le faire pour la paix. Moi, je pense que la meilleure aussi manière de recouvrir la paix à l'est du pays, c'est aussi de renforcer, de mettre le sérieux dans nos services de sécurité. Je ne vois pas le Rwanda aujourd'hui ne pas développer de velléités expansionnistes, ne pas avoir des yeux ouverts sur nos minéraux si nous continuons à laisser nos services de sécurité dans l'état où nous connaissons. Nous devons faire en sorte que nos services de sécurité soient vraiment dissuasifs, équipés et disciplinés. Pour le partage des ressources naturelles provenant de la République démocratique du Congo, quel conseil avez-vous à donner au gouvernement, que les gouvernements ne signent pas là où on parle de partage des ressources de la République démocratique du Congo avec le Rwanda? On a vu la proposition. Si vous avez lu les projets en cours, s'il y a des paragraphes, s'il y a des parties qui font allusion à un partage des ressources de la RDC, il faut qu'il y ait un contrepartie. Si on doit les partager avec les Rwandais, qu'est-ce que les Rwandais nous donnent en retour? Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Les Rwandais nous donneront la paix. Les Rwandais ne vont plus combattre la République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut quémander cette paix. Moi, je pense qu'il faut mettre en place des mécanismes pour que nous soyons respectés. Il peut négocier sur base d'un échange. C'est comme vous, dans votre famille, un monsieur qui arrive chez vous, qui brutalise la famille, qui brutalise les enfants, qui vous oblige à négocier et qui garde la menace pendante en vous disant qu'il peut revenir à tout moment. Moi, je pense que la meilleure des choses à faire, non seulement de négocier comme on est en train de le faire, mais entre-temps de mettre en place des mécanismes pour renforcer nos services de sécurité. Pensez-vous que pendant 18 ans, le président Joseph Kabila n'a pas su former l'armée pour pouvoir faire face à ce que le président Félix Tshisekedi est en train d'être confronté? Nous avons tous vu comment nos services de défense se sont comportés par rapport à la situation à l'Est. Je suis de ceux qui pensent, comme les chefs de l'État, que notre armée était suffisamment infiltrée. Mais cette chanson, on l'a entendue depuis plusieurs années. Que faudrait-il faire pour extirper des infiltrés au sein de notre armée? Quelle est la bonne méthode que le gouvernement peut utiliser pour pouvoir extirper ces infiltrés? Moi, je ne vois pas que l'urgence serait d'extirper les soi-disant infiltrés. Pour moi, c'est de mettre la discipline au centre de l'armée et de donner des moyens. Parce qu'une armée disciplinée, une armée dotée de moyens, fait en sorte que tout ce qu'il y a comme tard autour soit élagué. Vous voyez? On a doublé les salaires, on a doublé les soldes des militaires. Il y a aussi la loi de programmation militaire. Moi, je pense que cela ne suffit pas. Moi, je pense il faut encore aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut plus de discipline, plus de critères de promotion dans la carrière de militaire. Il faut qu'il y ait ce côté mérite, ce côté formation, comme on le voit sous d'autres cieux. Vous voyez un général de l'armée, vous voyez un colonel, vous sentez que c'est quelqu'un qui a un parcours, c'est quelqu'un qui a un vécu. Contrairement à ce qui se passe dans notre armée, qui est d'ailleurs le fruit de plusieurs brassages et mixages. Je pense, comme le chef de l'État l'a toujours dit, qu'il faut à un certain moment mettre fin à cette politique de brassage, de mixage, comme aujourd'hui par exemple. Facilement, vous allez voir un militaire
de l'autre côté, dans la partie rebelle, qui est peut-être sous-lieutenant, qui est peut-être capitaine, mais dès qu'il y a des négociations, dès qu'il y a un processus de mixage, il devient brusquement général. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. Alors, vous pensez, quel regard avez-vous aujourd'hui dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Pendant plus de 18 ans, il a combattu le M23 et aujourd'hui, il est dans cette même partie occupée par le rebelle Joseph Kabila, pour ne pas les citer, et à l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle lecture avez-vous à faire face à ça? Moi, je suis de ceux qui continuent à penser que le président honoraire a tout intérêt à s'éloigner de ce qui se passe à l'Est. La République l'a honoré pendant 18 ans. La République a fait de lui un sénateur à vie. La République lui est aussi reconnaissante par rapport au fait qu'il a permis qu'il y ait la première alternance. C'est un monsieur très respectable du point de vue histoire de notre pays. Oui. C'est très surprenant qu'il soit cité aux côtés de rebelles, de ceux qui mettent à mal la République. De ceux-là qui ont le sang des Congolais. Vraiment, je continue de penser qu'il est là-bas pour autre chose. S'il est là pour prêter main forte aux rebelles, moi, ça va me surprendre. Moi, à sa place, je ne le ferai pas. Voilà, je rappelle que nous sommes en direct de Bravo Télévision, c'est l'émission Politis. Nous avons l'honneur de recevoir ingénieur Marcel, avec qui nous parlons de la situation en République démocratique du Congo, qui reste dominée par l'accord qui est en voie entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, mais également de ce qui se passe dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes en train de condamner l'attitude affichée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Un petit mot pour tourner la page. À l'endroit des sénateurs à vie. Moi, si je peux donner un conseil à l'ancien président, c'est qu'il puisse continuer à jouer ses rôles de fédérateur. De fédérateur, comme il a dit en étant à Goma, qu'il est là pour écouter les couches et tout. Je préfère qu'il se limite là et qu'il puisse se mettre à la disposition de la République, parce que c'est quand même une icône. C'est le premier président honoraire de la RDC qui a. C'est une grande responsabilité. Je pense, par rapport à l'aura qu'il a, à l'expérience qu'il a accumulée durant ses 18 ans de pouvoir, il peut jouer un grand rôle pour que la paix revienne au pays. Est-ce que vous pensez que Kabila est frustré? Sûrement, il est frustré. Sûrement, nous avons toujours entendu parler des accords et tout. Mais je pense que par rapport à ce qu'il représente, il devrait avoir une attitude qui va au-delà de la frustration. Il devait être du camp de la patrie. Camp de la patrie par rapport au jargon mis en place dernièrement par M. Fayoulou. Je ne sais pas. Je ne suis pas politique, je suis analyste. Je ne préfère pas lier des acteurs politiques à des camps. Tout justement, on change de thématique, la transition est bien trouvée pour parler du camp de la patrie, justement, avec, vous avez vu le week-end dernier, le chef de l'État a reçu la CENCO et le CC au menu, un dialogue en vue pour décrisper la situation politique de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que la République démocratique du Congo aujourd'hui, pour sortir de cette situation, il faudra qu'on puisse dialoguer? Je suis convaincu que pour sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, il faut dialoguer. Je pense qu'il faut dialoguer. Et au premier plan, il faut dialoguer avec les acteurs nationaux. C'est extrêmement important. Nous voyons ce qui se passe sur le plan politique dans notre pays. Nous pensons que les figures de proue de notre politique peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour construire la paix. Principalement M. Fayoulou. Vous voulez voir autour d'une table Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, pourquoi pas aussi Matata Ponyo, Joseph Kabila pour Matata Ponyo.
Et Joseph Kabila, si c'est possible, si le climat le permet. Et que pensez-vous de ceux qui estiment que l'ancien président doit, ne fût qu'être d'office, être exclu parce qu'il est avec le rebelle? J'ai abordé cet aspect il y a quelques minutes. Je dis que je continue à croire qu'il n'est pas là-bas pour prêter main forte aux rebelles. Je l'ai dit. Mais s'il s'avère qu'il est lié d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe à l'Est, je pense que ça fait aussi de lui un acteur important dans le dialogue. Parce que si on veut mettre fin à ce qui se passe à l'Est, il faut trouver des solutions avec, en interne, en mettant sur une table les camps de ce que vous appelez des rebelles. Et s'il en fait partie, pourquoi l'exclure? Si, je n'ai pas dit qu'il en faisait partie. S'il en faisait partie, pourquoi l'exclure? Parce qu'il faut trouver des solutions qui sont durables. Nous avons vu à son temps, le président honoraire Joseph Kabila, nous avons vu à son temps qu'il avait mis de côté son prestige de président de la République. Il a accepté de partager le pouvoir avec 4 vice-présidents. Avec 4 vice-présidents. Quand on fait la politique, parfois, il ne faut pas avoir des états d'âme. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Si réellement il est lié à ce qui se passe à l'Est, et lorsqu'on invite ceux qui sont là, pourquoi l'exclure? Si réellement il est avec eux. Je n'ai pas dit qu'il était avec eux. Exactement, on a compris. Alors, par rapport au dialogue, vous savez comment ça se passe dans notre pays. Après les dialogues, on appelle les partages de responsabilités, les partages de gâteaux. Considérez-vous toujours comme la République démocratique du Congo, comme les gâteaux que les politiciens doivent s'y partager? Aujourd'hui, s'il y a un camp qui compte dialoguer avec le pouvoir en place pour avoir sa part de responsabilité à la mangeoire, je pense que cela est inacceptable. Je pense que cela donnerait une image de ceux qui sont en train de fêter sur des cadavres. Là où il y a des morts, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de négocier d'abord pour trouver la paix. On ne négocie pas pour trouver la paix et en même temps chercher des postes. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce dialogue ne devrait pas aboutir à un partage des responsabilités. Vous savez comment les politiciens se comportent. Ils sont toujours là pour des intérêts personnels. Raison pour laquelle je suis devant vous en qualité d'analyste et pas de politicien. Et je rappelle que cette mission est pédagogique. J'essaie de voir les choses un peu différemment des politiciens politiques. Voilà. Aujourd'hui, voir Martin Fayulu avec Félix Tshisekedi, ça vous a fait quoi cette rencontre-là? Moi, je pense que cette rencontre devrait avoir lieu bien avant. Bien avant. Vous regrettez les moments? Un peu de regret. J'ai toujours cru que Fayulu tendrait la main au chef de l'État. Et peut-être bien avant que ce qu'il l'a fait. Pourquoi vous regrettez-vous cela? Je regrette parce que je peux dire que le moment n'est pas aussi bien choisi. Attendre qu'une partie de la République soit sous l'emprise d'une rébellion, attendre qu'il y ait des morts, c'est un peu sadique. C'est un peu sadique. Moi, j'aurais bien voulu qu'il approche, qu'il tende la main au chef de l'État bien avant. Et aujourd'hui, vous voyez peut-être Martin Fayulu, Premier ministre. Premier ministre, ferait quoi, par exemple? Premier ministre pour un pays en miettes. Il peut quand même trouver des solutions. Moi, je pense que pour trouver des solutions aujourd'hui, ce n'est pas Martin Fayulu. Des solutions sécuritaires, ce n'est pas lui. Vous voyez qui est à la place de Martin Fayulu pour prendre peut-être remplacer Mme Judith Suminwa à la tête du gouvernement? Moi, je pense aujourd'hui que la priorité devrait aller dans le sens de finaliser ce qui se passe à l'Est. Avec des gens intègres. Intègres, on n'en a pas nombreux dans notre pays. Mais il faut en trouver. S'il faut trouver quelqu'un d'intègre, il faut peut-être le chercher en dehors de notre sphère politique. Mais où il faut peut-être chercher un technocrate, à l'image peut-être du docteur Mukwege, quelqu'un qui n'a jamais été... Vous le voyez, Premier ministre, il fera un bon casting pour le pays.
Et surtout qu'il connaît très bien la situation sécuritaire de l'Est. Je ne connais pas ses capacités managériales, mais je connais au moins son degré de probité morale. C'est un grand monsieur. Et c'est un monsieur qui est reconnu, dont son aura est reconnu sur le plan international. Je pense qu'une figure comme le docteur Mukwege peut changer beaucoup de choses. Surtout sa profonde connaissance de l'Est du pays. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que ces politiques qui sont ici à Kinshasa maîtrisent mieux la situation de l'Est du pays que le docteur Mukwege, qui a passé toute sa vie à l'Est du pays, aux côtés des femmes violées à l'Est. Moi, je pense que s'il fallait trouver un oiseau rare, il fallait voir peut-être du côté de ces messieurs-là. Mais on a vu il y a quelques mois, le président de la République avait donné des responsabilités au professeur Eberhard Kolongele pour pouvoir consulter la classe politique. Pourquoi Denis Mukwege n'a pas répondu à l'appel du chef de l'État? Je ne suis pas un politique, comme je l'ai dit. Vous n'êtes pas aussi le porte-parole de Denis Mukwege, il faut le préciser voilà, aussi. Ça aussi, je le précise. Voilà. Et je suis très sûr qu'il ne me connaît même pas. Allez-y. On est peut-être originaire d'une même province, mais il ne me connaît même pas. Allez-y. Mais les connaissant, connaissant son aura. Il ne sera pas secoué par des pesanteurs politiques. Vous savez comment ici, ça se passe dans notre pays. Vous pouvez être des technocrates et avec des pesanteurs politiques, ça pourrait peut-être mal tourner pour Denis Mukwege. Ça, je ne peux pas exclure cet aspect-là. Nous connaissons, nous tous, les réalités de notre sphère politique. Est-ce qu'il aura la possibilité de s'imprégner, de s'adapter? C'est un peu compliqué. Et surtout, mais du fait qu'il a eu quand même le courage de déposer sa candidature en tant que président de la République. Oui, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un pas. Et ça demande déjà sa volonté de se plonger dans les sphères politiques. Sûrement qu'il a déjà une idée par rapport à tout ce que ça peut représenter comme danger, comme contrainte. Mais le fait qu'il ait eu le courage de déposer sa candidature, je pense qu'il devrait faire des efforts dans ce sens. Et s'il y a une main tendue du président de la République à l'endroit de Denis Mukwege, vous le conseillez de prendre cette main tendue? Je serai le premier à encourager cette démarche, surtout sa profonde connaissance des questions sécuritaires, humanitaires et sociales de l'Est. D'ailleurs, je pense qu'il serait le meilleur choix pour voir le bout du tunnel par rapport à cette situation. Sûrement que c'est aussi une figure très contestée dans la région par rapport à ce qu'il a toujours défendu, rapport mapping et tout. Sûrement qu'il y a un camp qui ne souhaiterait pas voir ces messieurs être associés à ce dialogue. Les dialogues, justement, on a parlé, vous êtes contre la responsabilité, les partages du gâteau. Oui, très contre. Et comment sortir du bout du tunnel? Quand on sait des politiciens congolais, comment ils se comportent lors du dialogue, comment sortir de ça? Moi, je pense que si les chefs de l'État décident d'approcher ses compères de l'opposition, sous l'égide, bien sûr, de la CENCO. De la CENCO. Moi, j'estime que ça serait dans l'optique de mettre à la disposition du chef de l'État des stratégies pour sortir de la crise. Mais si derrière, la CENCO soutient qu'il y a un partage des gâteaux, qu'il y ait partage, je pense que ce dialogue n'aurait abouti à rien. Vous avez parlé de la CENCO. En 2018, la CENCO avait bien, en 2016-2018, la CENCO était aux manœuvres pour avoir à ces dialogues, bien qu'il restait 2% jusqu'à aujourd'hui. Il ne nous a toujours pas donné de détails par rapport à ça. La CENCO avait proposé le partage de responsabilités, notamment le partage de gâteaux. Les blocages étaient au niveau de la nomination du Premier ministre qui devait venir de l'IDPS. Aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui, la CENCO, si la CENCO gère cet accord ou soit de ces consultations, la CENCO ferait l'exception aujourd'hui pour ne pas parler de partage de gâteaux? Si la CENCO, dans son agenda, estime
que le partage des gâteaux serait un élément clé pour l'aboutissement, pour l'obtention de la paix, je ne sais pas comment cette même Cinco expliquerait cet état des choses à la population. Est-ce qu'indirectement, on peut supposer qu'aujourd'hui, l'Est de la RDC est sous l'emprise d'une rébellion parce qu'une partie était frustrée lors du partage des responsabilités? Je ne pense pas. Moi, je suis ressortissant de l'Est du pays et je pense, en analysant l'agenda du M23, nulle part, je n'ai vu où ils ont exigé un ministre, un VPM, nulle part. Ils ont, dans leur agenda, précisé qu'il s'agissait d'une question intercommunautaire, d'intégration, si je ne m'abuse. Mais est-ce pour autant prendre les armes pour tuer les Congolais? Là, la motivation, il faudra peut-être interroger les concernés, mais je pense quelque part que ce qui se passe à l'Est aussi relève de la faiblesse de l'État, comme on l'a vu au départ, de la faiblesse de nos services de sécurité, qu'il faut renforcer le plus vite possible, en mettant à leur disposition des moyens, des équipements et une discipline aussi pour que prochainement ces genres des situations ne puissent surgir. Je rappelle que vous êtes ressortissant de Bukavu. Comment, pendant tous ces temps, vous, qui êtes ressortissant de cette partie de la République, avez-vous vécu ces moments de trouble sur le plan sécuritaire? C'est une situation extrêmement difficile. Vous savez... Et c'est là qui sont à Kinshasa pensent que la réalité... Ça fera, dans peu de temps, ça fera presque 5 mois maintenant, que la ville, que l'Est de la RDC, Goma, Bukavu, sont déconnectés de la République. En parlant de déconnectés, les services publics œuvrant sur place ne sont plus fonctionnels, les banques ne sont plus fonctionnelles. Quand les banques ne sont plus fonctionnelles dans un milieu, c'est tout le tissu économique qui est par terre. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le président de l'Assemblée nationale. Il a demandé l'ouverture de banques. Il n'a pas demandé l'ouverture de banques. C'est là qu'il est mal compris. Il ne l'a jamais demandé. Il a seulement demandé au gouvernement de ne pas oublier les fonctionnaires de l'État qui sont dans les partis sous emprise de la rébellion. C'est différent. Mais l'État paye des fonctionnaires à travers des banques. Moi, je vous ai bien dit que j'étais un agent de l'État, j'étais à l'OCC. D'ailleurs, je salue les gestionnaires actuels de l'office. On va placer un petit mot avant de... Principalement le directeur général de l'OCC, qui n'a pas oublié les agents de l'OCC qui sont dans la partie est de la République. Justement, comment lui il fait pour servir ces agents? Je n'ai pas beaucoup... Sans pourtant divulguer... Je n'ai pas beaucoup documenté la manière dont cela a été fait, mais au moins je peux vous assurer que les agents de l'OCC, de la partie est de la République, n'ont pas été oubliés. Ils entrent de manière régulière en possession de leur salaire. C'est peut-être en faisant allusion à la demande du président de l'Assemblée nationale. Non, c'est peut-être le président de l'Assemblée nationale a vu les choses dans ce sens-là. Dans le même sens que le directeur général de l'OCC, et d'où la demande... qui était capable de payer des agents dans les territoires, dans les régions qui sont occupées. Je pense qu'il y a un mécanisme qui peut être mis en place pour que cela soit possible. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit d'ailleurs que ce n'était pas la première fois qu'une partie de la République soit occupée et que l'État continuait à jouer son rôle. Il l'a dit. Lorsque le RCD occupait la partie est de la RDC, moi j'étais encore là-bas. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. J'étais jeune à l'époque, mais au moins je me rappelle, mes parents, principalement mon père, accédaient à leur salaire. Et je voyais la Banque centrale, la représentation de la Banque centrale dans la partie Est fonctionner.
Aujourd'hui, je ne suis pas en train de demander qu'on ouvre les banques, mais qu'on n'oublie pas les fonctionnaires de l'État qui sont dans cette partie-là. Si ces gens sont oubliés, ça serait une double peine. Imaginez quelqu'un qui ne sait plus avoir accès à des services publics de base, être privé aussi de son salaire. Mettez-vous à leur place. C'est très difficile. Je pense que le gouvernement devrait voir les choses dans ce sens-là. Vous avez de la famille dans la partie Est. Comment ils vivent? Comment vous faites? Je ne saurais pas ici divulguer des techniques que vous faites. Mais c'est pénible. C'est très pénible. Pour des familles qui ont la chance d'avoir certains de leurs membres en dehors de ces régions, qui peuvent se battre, de gauche à droite, etc. Mais la situation est vraiment catastrophique. Voilà, je rappelle que vous êtes en train de regarder Politis. C'était là la première partie réservée aux questions directes avec mon invité. Et nous prenons rapidement la deuxième partie réservée aux questions du public qui est juste derrière moi. Rapidement, nous prenons la première question. Monsieur Marcel, c'est Vanilla Dina. Ma question est celle de savoir comment la RDC peut-elle sortir gagnante dans cet accord avec les États-Unis? La RDC peut sortir gagnante de cet accord si, une fois signé, elle parvient d'abord à récupérer la partie sous emprise de la rébellion. Ça serait la première victoire. Maintenant, la deuxième victoire de la RDC serait de capitaliser les dividendes qui seraient issus de l'exploitation de nos minéraux par les entreprises américaines. Nous savons tous qu'il y a des efforts aussi à faire lorsqu'il s'agit de capitaliser ces dividendes-là. Il faut créer un climat des affaires assaini. Parce que contrairement aux entreprises chinoises, les entreprises américaines sont trop exigeantes en termes de qualité de service. Ils ne sont pas comme des Chinois. Ils ne sont pas comme des Chinois. Les Chinois sont capables de s'adapter à des conditions de travailler dans de mauvaises conditions. Mais je peux vous assurer que les firmes américaines ne sauront s'adapter aux conditions actuelles de notre administration. Ça serait difficile. Donc, il y a aussi des efforts à faire dans l'assainissement du climat des affaires, dans la simplification des procédures de travail et dans beaucoup de choses pour espérer capitaliser les dividendes qui viendront de cet accord-là. Donc, j'ai répondu pour la première question. Récupérer d'abord la partie Est. Assainir le milieu. Assainir les climats des affaires. Et faire des efforts pour redynamiser notre administration. Merci beaucoup. Nous prenons la deuxième question. Mais si le fichier de l'Office de contrôle OCC, quelle stratégie la RDC peut-elle mettre en place afin d'éradiquer cette agression rwandaise? Voilà. Éradiquer cette question rwandaise. Est-ce que la question est diplomatique ou soit la solution est militaire, diplomatique ou soit la question est interne? Moi, je pense qu'il faut aborder cette question sous les deux aspects. L'aspect dissuasion, mettre en place des services de sécurité. Une armée forte. Forte. Et de l'autre côté, pour mettre en place un climat qui permet à ce qu'il y ait un dialogue pour entrevoir une sortie des crises pacifique. Parce qu'aujourd'hui, surtout nous qui sommes ressortissants de la partie Est, nous nous disons qu'il ne serait pas sage aujourd'hui de voir une guerre en plein centre-ville. Vous voyez, ça aurait beaucoup d'effets collatéraux. Nous qui avions nos frères, nos familles installés sur place, présentement, nous aurions bien souhaité qu'il y ait une porte de sortie pacifique pour éviter un carnage, comme ce qu'on a vu dans la ville de Goma lors de confrontations
M23 et FARDC. Nous prenons la troisième question. Alors, M. Marcel, que dites-vous à celles-là qui ne soutiennent pas cet accord? Je pense que ceux qui ne soutiennent pas l'accord RDC États-Unis sont des ennemis de la République. Pourquoi? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le meilleur allié qu'on peut avoir sur le plan international, c'est les États-Unis. Voyez-vous l'attitude des États-Unis lorsqu'on attaque l'un de ses alliés? D'Israël. Vous avez vu la réaction des États-Unis lorsqu'Israël a été attaqué. Vous avez vu la réaction des États-Unis lorsqu'il fallait agir en Ukraine. Si nous parvenons à créer ces liens avec des États-Unis de manière sérieuse et que les États-Unis soient impliqués réellement dans nos problèmes, je pense que les États-Unis seraient les meilleurs alliés. La question suivante. Monsieur Marcel, croyez-vous sincèrement à la fin de cette guerre que nous allons pousser par le Rwanda? J'y crois sincèrement parce que je suis le premier concerné. J'y pense parce que ça fait plus de 5 mois qu'il n'y a pas eu un seul vol entre Goma et Kinshasa. Qu'il n'y a pas eu trafic en termes de commerce entre la région de l'Est et Kinshasa. Je pense que les 5 mois d'ailleurs, c'est déjà beaucoup et qu'il faut trouver une solution rapide pour mettre fin à cette situation. La question suivante. Monsieur Maxel, moi c'est Bonia Badibama. Ma question est celle-ci. Comment les Rwandais se trouvent en difficulté aujourd'hui sur les plans diplomatiques? Pensez-vous que Félix est l'homme de l'actualité? Pensez-vous que le président de la République, Félix Tshisekedi, est l'homme de la situation ou l'homme idéal? Parce qu'on voit sur le plan diplomatique, le Rwanda s'est retiré de l'EAC. On voit aussi que la République démocratique du Congo occupe maintenant des postes de responsabilité au niveau de l'ONU. Voilà. Sur le plan diplomatique, les Rwandais en difficulté. D'ailleurs, c'est palpable. C'est reconnu aujourd'hui que Félix Tshisekedi, le président de la République, a été le premier à mettre à nu les mensonges Rwandais, toujours défendus par Kigali. Il l'a fait avec beaucoup de professionnalisme, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons rapporté des guerres sur le plan diplomatique, mais jusque-là, la partie Est est toujours sous l'emprise. Je pense qu'au-delà des efforts consentis sur le plan diplomatique, il faut allier cela à la dissuasion, comme on vient de le dire. Et je pense que Félix est l'homme de la situation sur le plan diplomatique par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. On prend une autre question. Oui, M. Marcel, je suis Alex Koumaoula. Pourquoi, depuis près de 30 ans, les initiatives de paix avec les Rwandais ne marchent-elles pas? Une très bonne question. Je pensais qu'on allait applaudir pour cette question. Depuis plus de 30 ans, les initiatives de paix n'ont jamais abouti. Vous savez, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui tire leurs origines dans les génocides du Rwanda. Avec la ruée de milliers de réfugiés rwandais sur les sols congolais. Et depuis, il y a des successions et des successions d'instabilité. Ces initiatives de paix ne pourront aboutir que lorsque la RDC aura mis en place des institutions, des services de sécurité solides. Sans des services de sécurité solides, ces initiatives de paix ne tiendront pas plus d'une année. Aujourd'hui, pour que nous puissions espérer une paix durable, il faut qu'on puisse mettre en place des institutions solides. Institutions solides, ce n'est pas seulement voir les services de sécurité, un gouvernement solide. Avec des technocrates. Pas un gouvernement
dans lesquels on a choisi des individus sur des Par listes de partis politiques. Par appartenance politique. Pas du tout. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une certaine faiblesse, même dans les chefs des animateurs de certains ministères régaliens. C'est palpable. La RDC a besoin de personnalités compétentes et bien formées. Voilà, on va prendre des dernières questions. Je suis Franck Kabema. Je suis Marcel. En tant qu'expert en import-export, pouvez-vous nous expliquer comment les choses se déroulent dans l'Office congolais de contrôle? Voilà, je suis là. On rentre à l'OCC. Je suis sur votre plateau en tant qu'analyste indépendant. Je ne saurais pas ici expliquer nos procédures de travail sur ces plateaux. Je pense qu'avec l'autorisation de ma hiérarchie, avec l'autorisation de certains décideurs, nous pouvons, avec Gaston, trouver un moment où on parlera de méthodes de travail de l'OCC. Comme je n'ai pas eu mandat de mon employeur pour venir discuter de sujets liés à l'OCC, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais peut-être en privé, vous pouvez m'approcher et on peut développer. Merci beaucoup. S'il n'y a pas une autre question, il y a une autre question? Voilà, une dernière question. Je suis Ngila Komaluta Blaise. Monsieur Marcel, quel est les dangers que court la République démocratique du Congo en faisant confiance aux politiciens tout en se méfiant des technocrates? Mon cher ami, peut-être parce que vous êtes encore au début de votre carrière, vous n'avez pas encore fait face au côté négatif de notre administration, de ce que les partis politiques sont en train de pomper dans l'administration et dans la politique. Un pays ne peut jamais se relever si il n'y a pas une méthodologie pour placer la bonne personne à la bonne place. Nous ne sortirons jamais de ces gouffres s'il n'y a pas un mécanisme pour promouvoir les plus méritants. Et c'est ce qui se fait. Nous savons nous tous ici qu'il n'y a pas de critères pour être ministre dans notre pays. Il suffit de figurer sur une liste d'un parti politique. Il suffit de porter le drapeau. Il suffit de porter le drapeau. Il suffit d'être parrainé par un haut responsable du pays. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces technocrates qui sont formés du jour au jour dans des boîtes, dans des secteurs clés, dans des entreprises clés? Qu'est-ce que la République fait de ces personnes dotées de qualités pour gérer la chose publique? Et c'est ça le grand problème. Aujourd'hui, je suis d'ailleurs très surpris de voir qu'une boîte privée peut avoir une certaine qualité d'image. Exactement. Que je ne sais pas comparer à... Pour ne pas citer les noms. Pour ne pas citer les noms. Vous comprenez que quand il y a du sérieux, quelque chose de bien peut en découler. Et quand il n'y a pas de sérieux, c'est très compliqué et nous sommes chaque fois obligés de faire les surplaces. Je pense qu'il faut promouvoir des technocrates et les placer à des fonctions stratégiques du pays. Nous avons vu, d'ailleurs, je ne saurais pas quitter ici, sans toutefois féliciter la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba. Thérèse Kaikwamba, voilà. Thérèse. Je ne sais pas si est-ce qu'elle a déjà milité dans un parti. Je ne pense pas. Elle est technocrate. Je suis très sûr que c'est le choix par excellence du chef de l'État. Et on a compris aujourd'hui. Imaginez si on avait ne fût-ce que 10 ministres dans ce gouvernement comme Thérèse Kaikwamba qui avaient le niveau de compétence de cette dame-là. Si on en avait 10, qu'est-ce que ça aurait donné? Aujourd'hui, c'est comme si elle était l'unique membre du gouvernement, alors qu'ils sont à 50, 57, 54. Je pense qu'il faut placer la compétence
devant lorsqu'il s'agit de faire des choix des responsables. Merci beaucoup. Avant de prendre la dernière partie de l'émission consacrée au carton rouge, tout à l'heure, là, vous allez vous comporter en arbitre, vous allez distribuer des cartons rouges, mais une petite question, vous êtes délégué syndical au niveau de l'OCC, on ne peut pas quand même placer un mot. On a vu, par rapport à l'actualité, on a vu dernièrement le DG être empêché d'accéder à son bureau. Qu'est-ce qui s'était passé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'accalmie? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux vous rassurer, et même durant cette période-là, l'OCC fonctionnait normalement. Ce qui est vrai, il y a eu des points de discordance entre certains acteurs, mais ces points de discordance pouvaient être traités dans un cadre établi qui existe au sein de l'Office. À l'Office congolais de contrôle, il y a une délégation syndicale élue qui fonctionne normalement. Il y a un conseil d'administration. Et s'il y a des questions liées à la bonne marche de l'Office, ces questions peuvent être évoquées dans ces cadres-là. Et c'était hors cadre. Ceux qui ont y apporté la voix en dehors de ces cadres, aujourd'hui, ils sont revenus au bon sens et la médiation continue sous l'égide de notre tutelle, du ministère du Commerce extérieur. Et nous espérons que dans très peu de temps, cette question, cette hache de guerre sera enterrée. Merci beaucoup. Alors, nous prenons la dernière partie de notre émission. Vous allez regarder votre caméra qui est juste en face de vous. Vous vous comportez en arbitre en regardant la classe politique actuelle de notre pays. La première personnalité politique ou en dehors de la politique, et vous pouvez donner un carton rouge. La première personnalité, c'est qui? La première personnalité, c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa est invivable. 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 Il est aujourd'hui difficile de circuler dans la ville. Et c'est palpable. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en place des politiques de régulation de la circulation? On voit quand même, il y a la construction des routes secondaires. Jusque-là, ça n'a pas donné de résultats escomptés. Pour quitter mon bureau jusqu'ici chez vous, monsieur, j'ai fait presque 2 heures de temps dans un taxi. J'ai quitté mon bureau à 13h30. Et je suis arrivé ici à quelle heure? Alors que nous ne sommes qu'en ville. Et ceux qui habitent la périphérie de Kinshasa, Mboudi, Mitendi, ceux qui habitent Maluku, sont-ils capables? Il faut voir une autre personne en dehors de Daniel Bumba. Je ne suis pas outillé pour faire les choix de qui doit devenir gouverneur, mais j'estime que ceux qui ont porté Daniel Bumba dans cette fonction connaissaient son niveau de compétence. Je ne saurais pas demander son départ, mais ce que je peux lui demander, c'est qu'il fasse des efforts pour améliorer la circulation dans la ville. D'accord, nous prenons le deuxième carton. À qui? Le deuxième carton, je l'adresserai au président honoraire, le président Joseph Kabila. Un monsieur dans lequel j'avais beaucoup d'estime. Beaucoup d'estime, non seulement par rapport à son parcours, par rapport à son tempérament, et par rapport au fait qu'il soit celui qui a permis qu'il y ait la première alternance au pays. Pour moi, ça reste un grand monsieur. Mais le voir aux côtés de ceux qui mettent en mal l'unité nationale m'a beaucoup affecté. Troisième et dernier carton rouge. À qui? Troisième carton rouge. Si je dois donner un troisième carton rouge... Vous sollicitez un carton jaune? Ici, il n'y a pas de carton jaune. Ça serait... Il n'y a que les cartons rouges. Ça serait adressé à Madame la Première ministre. Judith Suminwa. Judith Suminwa. Pourquoi? Aujourd'hui, les social du Congolais
Ah, et là, il y a les social du Congo. Les social du Congolais, c'est largement détérioré. La flambée des prix sur le marché, même des biens de première nécessité. Les Quinois moyens ne sait plus mettre sous sa table une nourriture saine parce qu'il n'en a plus le moyen. Aujourd'hui, un bien de première nécessité qui coûtait il y a 8 ans, 5 000 francs, aujourd'hui, vous pouvez le retrouver à 25 000, 30 000 francs. Je pense que Madame la Première ministre doit faire des efforts pour stabiliser les prix de biens sur le marché. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant et vous êtes aussi, je n'aimerais pas encore brûler votre source, vous êtes au niveau de l'OCC. Un dernier mot avant de nous séparer. Première fois d'être reçu dans Politis, comment avez-vous trouvé l'émission et les cadres? Un dernier mot. Les cadres, d'ailleurs, est impeccable. Je n'imaginais pas que ça serait un cadre aussi... C'était une surprise. Aussi pimpant. Mais ce que je félicite encore plus, c'est de voir que Bravo Télévision fait confiance aux jeunes. Oui. En parlant des jeunes, je ne voulais pas finir mon speech sans aborder l'actualité liée au ministre Constant Moutamba, le ministre honoraire. J'apprends qu'il n'est plus ministre. On est déjà à la fin. Je crois qu'on peut revenir dans une autre émission. Dans une autre émission. Oui. Je félicite Bravo Télévision d'avoir fait confiance aux jeunes. Et j'espère que c'est une télé qui va continuer de grandir. Ça va continuer de grandir tout en demandant que ça ne soit pas la dernière fois que vous puissiez m'inviter sur votre sur votre plateau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pensais qu'on devait applaudir pour les encouragements. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission politique. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de recevoir M. Marcel Mouchangaloussa, avec qui on a parlé de la situation sociale et politique de la République démocratique du Congo. J'espère qu'on va se retrouver la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas, toujours sur Bravo Télévision. Au revoir.